Bonjour à tous, je m'appelle Abdoulaye Dieye, je suis praticien ORL hospitalo-universitaire au centre hospitalier régional de Thiès au Sénégal. Dans le cadre du DU de vertige et rééducation vestibulaire à l'Université Paris-Cité, je vais vous présenter mon mémoire intitulé Déficit vestibulaire post-méningite, revue de la littérature. Et ce travail a été réalisé sous la direction du professeur François Simon. En introduction, la méningite bactérienne est une cause bien connue de surdité neurosensorielle profonde. En revanche, son impact sur le système vestibulaire est moins bien documenté et probablement sous-estimé. Et en pratique, la plupart des patients ne présentent pas de vertige franc, ce qui peut faire passer le déficit vestibulaire inaperçu. Et pourtant, ces atteintes peuvent avoir des conséquences importantes, notamment chez l'enfant sur le développement moteur. Et c'est précisément ce paradoxe qui est au cœur de ce travail. L'objectif de ce travail est quadruple, c'est de proposer d'abord une revue de la littérature à partir de 5 articles afin d'analyser la fréquence des déficits vestibulaires après méningite, de préciser leur mécanisme physiopathologique et histologique de l'atteinte, de présenter les outils diagnostiques et leurs résultats dans la littérature afin d'en tirer des implications pratiques pour la prise en charge, à savoir le dépistage systématique, la prise en charge et la rééducation vestibulaire. Donc, pour répondre à ces objectifs, j'ai sélectionné 5 études complémentaires. D'abord, l'étude de West et al. En 2020, qui est une étude rétrospective sur 21 adultes post-méningite avec surdité profonde, évaluée par le VHIT et les PEO. L'étude de Pona et al. En 2020, qui est une étude autopathologique unique sur des rochers humains analysant les lésions histologiques. Ensuite, l'étude de Hazen et Cushing en 2021, qui est une revue clinique de la littérature sur l'évaluation et la prise en charge du déficit vestibulaire chez l'enfant sourd. Ensuite, l'étude de Cushing et al. En 2009, qui est une cohorte prospective de 9 enfants qui avaient une méningite qui étaient porteurs d'implants cochléaires. Et enfin, l'étude de Wiener-Vacher en 2012, qui est une étude rétrospective de 37 enfants qui étaient centrés sur le développement psychomoteur. Donc, ces 5 études couvrent des approches complémentaires sur le plan clinique, histologique et fonctionnel. Donc, sur le plan physiopathologique, nous rappelons que la méningite peut entraîner une labyrinthite méningitique qui se déroule en 3 étapes. Premièrement, c'est une invasion bactérienne. Les germes vont pénétrer dans la périlymphe, principalement via l'aqueduc cochléaire ou bien dans le modulus via la voie hématogène. Deuxièmement, il va se produire une réaction inflammatoire et les médiateurs de l'inflammation vont détruire les cellules ciliées et les neurones, aussi bien du nerf vestibulaire que du nerf cochléaire. Et enfin, cette inflammation va évoluer vers une fibrose, puis une ossification labyrinthique qui va toucher à la fois les canaux sémicirculaires, les organes autolytiques et les neurones vestibulaires. Donc, il s'agit donc d'une atteinte périphérique structurelle réelle et pas seulement fonctionnelle. Donc, un point important à retenir, c'est l'atteinte vestibulaire précède souvent l'atteinte cochléaire et c'est le canal sémicirculaire horizontal qui est le plus précocement ossifié. D'abord, l'étude de Pona en 2020, qui est la première à analyser simultanément les lésions vestibulaires et cochléaires sur des rochers humains, apporte des arguments histologiques solides. Donc, elle montre qu'il y a une dégénérescence du système vestibulaire dans environ 60% des cas et on observe également une diminution des neurones de Scarpa dans 20% des cas et une ossification labyrinthique dans 13% des cas. Donc, ces données confirment que la méningite entraîne des lésions vestibulaires confirmées objectives, même si elles sont parfois moins marquées que les atteintes cochléaires. Et la conclusion clé de cette étude, c'est que l'atteinte cochléaire est structurellement plus sévère que l'atteinte vestibulaire. En termes de fréquence, nous notons entre 20 à 70% des enfants sourds qui présentent un déficit vestibulaire. Dans l'étude de West, donc 53% des patients post-méningite avaient une vestibulopathie bilatérale, contre seulement 10% dans le groupe contrôle. Wiener-Vacher et collaborateurs ont retrouvé 10% de déficit vestibulaire parmi l'ensemble des méningites bactériennes hospitalisées. Et c'était même le pneumocoque
qui était l'agent le plus délétère dans 82% des ossifications labyrinthiques retrouvées. Mais ce qui rend ce déficit particulièrement difficile à détecter, c'est sa présentation clinique qui est trompeuse. Les vertiges francs sont très rares, la compensation centrale est efficace et les enfants s'adaptent au point que même leurs parents ne soupçonnent pas le déficit jusqu'à ce qu'on les mette en situation de déséquilibre, les yeux fermés, comme l'a montré Cushing, que les déficits ne se révèlent qu'en haute fréquence ou dans le noir. Donc le risque est particulièrement élevé aussi en cas de surdité bilatérale. Donc pour explorer ce déficit, plusieurs outils sont disponibles et ils sont complémentaires. Le VHIT Video Head Impulse Test va explorer les canaux sémicirculaires à haute fréquence et dans l'étude de West, on voit que le gain moyen est de 0,48 dans le groupe méningite contre 0,86 dans le groupe contrôle, avec 62% des oreilles qui présentaient des saccades. Et les PO qui explorent le sacule via le nerf vestibulaire inférieur ont montré des réponses présentes dans 18%. Les réponses étaient présentes que dans 18%, donc absentes dans 82% des oreilles post-méningiques, contre 35% chez les contrôles. Concernant le test calorique, qui évalue la même fonction canalaire horizontale à basse fréquence, en complément du VHIT, et les tests d'équilibre, les tests de tenue de tête, bien sur un pied ou les yeux ouverts et fermés, ont permis un dépistage simple et rapide adapté même aux jeunes enfants. Donc pour dire que l'approche multimodale est indispensable, aucun test seul ne suffit. L'étude de West montre que l'atteinte vestibulaire est très fréquente chez les patients avec surdité post-méningite. Le VHIT permet de détecter efficacement les atteintes des canaux sémicirculaires. Cependant, malgré ces anomalies objectives, les patients décrivent souvent peu de symptômes. Cela confirme que le déficit vestibulaire peut être cliniquement silencieux. Dans l'étude de Cushing, portant sur 9 enfants, tous présentaient une atteinte canalaire horizontale. En revanche, la fonction saculaire était souvent préservée. Donc, les performances d'équilibre étaient altérées, mais les familles rapportaient peu de handicap au quotidien. Donc, cela suggère une forte compensation, et notamment grâce à la vision. Donc, on observe donc une situation paradoxale, donc une discordance clinique qui est liée, c'est des déficits vestibulaires parfois sévères, mais peu de symptômes rapportés. Donc, cela s'explique par la compensation centrale, la plasticité cérébrale et l'utilisation de la vision. Donc, l'impact chez l'enfant, c'est des conséquences très marquées. L'étude de Wiener-Vacher montre que les déficits vestibulaires vont entraîner un retard d'acquisition de la marche, un retard du développement posturomoteur et un impact cognitif. Donc, Wiener-Vacher et collaborateurs ont montré que si la méningite survient avant l'acquisition de la marche autonome, le retard à la marche peut atteindre 8,5 mois en cas de perte complète et 5,5 mois en cas d'atteinte partielle. Donc, et également une instabilité qui dure plus de 8 jours après la méningite, et c'est fortement prédictif d'un déficit vestibulaire. Donc, son effet sont très importants en cas d'atteinte bilatérale et lorsque la perte vestibulaire survient avant l'acquisition de la marche. Donc, cela montre que le système vestibulaire joue un rôle clé dans le développement moteur et les conséquences vont au-delà de l'équilibre. La compensation vestibulaire va consommer une grande quantité de ressources cognitives qui va générer de la fatigue et des difficultés scolaires souvent attribuées à tort à la seule surdité. Donc, ce travail, cette revue de la littérature présente des points forts et des limites. Il faut discuter. Parmi les forces, c'est d'abord la cohérence des résultats entre les 5 études qui est remarquable. La complémentarité des approches multimodales, fonctionnelles, histologiques sur le plan développement est un atout. Et les données histologiques de Pona sont uniques et apportent une confirmation anatomo-clinique. Les données pédiatriques sont riches avec un impact bien établi.
Par contre, sur le côté limite, les effectifs sont petits, 9 à 37 patients, ce qui limite la généralisation. Il existe quand même un biais de sélection important. La plupart des études portent sur des patients avec surdité profonde ou instabilité franche, sous-estimant probablement la prévalence réelle dans la population générale. Il n'y a pas de suivi longitudinal à long terme. Et enfin, il n'existe pratiquement aucune donnée issue des pays à ressources limitées où la charge méningitique bactérienne est pourtant élevée, où le bilan vestibulaire est quasi inexistant. Donc, en gros, ces données ont des implications pratiques concrètes que je résume en 4 recommandations. Premièrement, le dépistage systématique. Tout cas de méningite avec surdité doit bénéficier d'un bilan vestibulaire. Et chez l'enfant, une instabilité de plus de 8 jours doit être considérée comme un signal d'alarme. Deuxièmement, un bilan vestibulaire ciblé, VHIT, PO, test d'équilibre, épreuve calorique, imagerie, TDM pour rechercher une ossification labyrinthique. Et troisièmement, la décision d'implantation cochléaire qui est une urgence relative car l'ossification va progresser très rapidement. Le bilan vestibulaire doit être réalisé avant toute décision d'implantation. Et quatrièmement et dernièrement, la rééducation vestibulaire précoce. Elle améliore l'équilibre, réduit la fatigue et les conséquences sur le développement psychomoteur et des dispositifs innovants comme le Balance CI ou l'implant vestibulaire sont en cours d'évaluation. En conclusion, 5 messages à retenir. Le déficit vestibulaire après méningite est fréquent, souvent bilatéral et sévère. Il est masqué par contre par une compensation centrale, d'où la sous-estimation chronique en pratique courante. Chez l'enfant, il peut retarder la marche de plusieurs mois s'il survient avant l'acquisition de celle-ci. Un bilan multimodal VHIT, VEMP et test d'équilibre est indispensable après toute méningite avec surdité. Et enfin, une prise en charge précoce combinant, si nécessaire, implant cochléaire et rééducation vestibulaire améliore significativement le pronostic fonctionnel. Je vous remercie de votre attention.